Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes meilleures lectures de l'année 2023. Je n'ai pas forcément fait beaucoup d'updates lectures l'année dernière, donc c'est l'occasion idéale pour vous parler des lectures qui m'ont le plus marqué cette année. J'ai lu environ 80 livres cette année, mais vous verrez les coups de cœur, on n'est pas sur une très grande liste, et je vais en profiter également pour vous inclure ma meilleure lecture BD et manga. Je vais également aussi vous faire une petite liste des meilleures découvertes, donc c'était pas forcément des coups de cœur, mais c'était des bonnes découvertes, donc j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant aussi de les inclure. Et je vais vous parler aussi un peu de mon avancée sur un challenge personnel que je me suis lancé. Donc on commence tout de suite avec mes meilleures lectures de l'année. Alors je vais commencer par un livre que je n'ai pas avec moi, c'est le livre Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. Le contexte de ce livre-là, en fait on a demandé à plusieurs écrivains de passer une nuit dans un musée. J'avais déjà lu un livre similaire dans cette même collection, et là ce qui m'intéressait avec celui de cette autrice, déjà j'avais jamais lu un livre de cette autrice, et c'était surtout qu'elle allait passer une nuit dans le musée d'Anne Frank, donc qui est en réalité, enfin ce musée est en réalité la maison dans laquelle la famille d'Anne Frank et tout le groupe s'est caché pendant la Seconde Guerre mondiale avant qu'il soit découvert et envoyé dans des camps de concentration. Donc c'est quand même un sujet qui est quand même assez lourd, on est sur un musée qui est quand même chargé d'histoire, donc ça m'intéressait énormément, et en fait ce livre est un vrai coup de cœur, déjà de par l'écriture de Lola Lafont que j'ai trouvé vraiment très très belle, j'ai vraiment apprécié surtout découvrir son écriture, et aussi par rapport en fait à l'expérience qu'elle a vécue, j'en ai appris en fait beaucoup plus que ce que j'aurais imaginé en me lançant dans cette lecture. Donc vraiment je vous le conseille si vous voulez en apprendre un peu plus sur Anne Frank, sur la vie qu'elle a passé dans cet endroit pour se cacher. Vous en apprenez plus sur en fait le contexte de ce journal, dans quel contexte elle l'a écrit, et finalement ça complète plutôt bien le journal d'Anne Frank. C'est une lecture qui vous donne envie de relire le journal d'Anne Frank. Si vous n'avez encore jamais eu l'occasion de le lire, je pense que ce livre va vous convaincre de vous y lancer. Même si la thématique peut vous sembler difficile, je trouve qu'en fait il y a toute une approche historique qui est vraiment très intéressante, et là-dessus je vous conseille forcément de lire ce livre, même si la thématique peut vous faire un peu peur. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, c'est que vous avez aussi beaucoup de l'autrice dans ce livre, et vous avez également un parallèle qui est fait avec sa propre histoire, la propre histoire de sa famille. Donc je trouve que c'était la bonne personne à choisir pour ce musée. Vous avez aussi toutes ces rencontres qu'elle a fait avec toutes les personnes qui sont en charge aujourd'hui du musée et de la conservation de cette histoire, donc vous en apprenez vraiment plus. Et surtout vous voyez à quel point cette expérience a été extrêmement organisée. Ils se sont beaucoup documentés sur l'autrice, ils n'ont vraiment pas pris à la légère ce projet, et ils ont voulu vraiment faire en sorte que ce privilège que cette autrice a eu de passer une nuit dans ce musée qui n'est jamais accordé, n'est pas offert à n'importe qui. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Donc je trouve que ce livre-là, on peut s'y lancer par la thématique, et en fait finalement ce livre vous en apprend beaucoup plus et vous en offre beaucoup plus, donc je vous conseille énormément ce livre-là. C'était un de mes gros coups de cœur de cette année, et je pense que je vais également découvrir d'autres ouvrages de cette autrice. Ensuite, un autre livre coup de cœur, donc là on part sur toute autre chose puisqu'on va partir sur un thriller, et j'ai lu Dans son silence, donc c'est un livre que j'ai eu dans le cadre du calendrier de l'Avent livresque de l'année 2022 qui était dans ma wishlist. Et donc ici on est sur un thriller psychologique. On commence en fait plutôt la scène de crime, parce que c'est comme ça que ça va commencer. En fait, une jeune femme est retrouvée dans sa maison avec le corps de son mari à côté d'elle qui s'est pris en fait une ou plusieurs balles, notamment dans la tête. Et donc la police arrive sur les lieux du crime.
forcément tout désigne cette femme. Le seul problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, elle va refuser de parler. En fait, elle ne parlera plus jamais. Et donc en fait on commence l'histoire où on est déjà, il me semble, 6 ans plus tard, et en fait il y a un psychothérapeute, donc Théo, qui lui en fait a pour ambition de faire parler en fait cette femme-là. C'est vraiment un objectif professionnel. Il est au courant de toute cette histoire en fait qui a été dans la presse de ce couple, de ce qui est arrivé à ce couple, et son objectif c'est vraiment de la suivre en tant que patiente et d'arriver là où tous les autres ont échoué, que ce soit par médicaments ou quoi que ce soit, puisque cette femme a été jugée, mais étant donné qu'elle ne peut donner aucune information ou quoi que ce soit, elle a été envoyée dans un hôpital psychiatrique en attendant de voir si elle va reparler un jour. Donc une place se libère dans l'hôpital psychiatrique où elle est, donc ce psychothérapeute, et c'est pour lui l'occasion idéale d'y aller, de prendre ce poste et de la suivre. Donc en fait on est vraiment du point de vue de ce psychothérapeute et de tout ce qu'il va essayer de mettre en place pour la faire parler, tout ce qu'il met en place au niveau professionnel. Donc vous avez vraiment l'approche psy, et vous essayez aussi de comprendre pourquoi il est à ce point omnibulé par cette femme et par cette histoire. C'était un coup de cœur parce que vraiment ce livre-là, j'étais forcément très intriguée de savoir en fait ce qui s'est passé, etc. Mais en fait il m'a complètement retournée. C'est vraiment une histoire où on peut vous en dire le moins possible pour vous laisser toute la surprise. Alors je lis des thrillers mais pas énormément, donc pour moi c'était vraiment une surprise totale. Je ne sais pas si vous avez l'habitude des thrillers, peut-être que pour vous le dénouement est quelque chose que vous avez peut-être déjà l'habitude, mais en tout cas je me suis laissée complètement berner tout le long de l'histoire. Vous en apprenez un peu plus au fur et à mesure, et j'avais des petites idées sur ce qui s'était passé. Mais en fait à la fin vous vous rendez compte que vous êtes complètement nulle part et que on vous a un petit peu baladé tout le long. Je vous le conseille énormément. Moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé l'aspect psychologique qu'il y a eu dans ce thriller là, et donc ça a été un énorme coup de cœur pour Dans son silence. Ensuite, j'ai lu un classique que je n'avais jamais lu. J'ai lu Le joueur d'échecs. Comme vous pouvez le voir, c'est un tout petit livre, et encore ici, il n'y a pas que le joueur d'échecs, il y a également un discours à la fin. On est vraiment sur un tout petit livre, limite on pourrait le considérer comme une nouvelle. Donc en fait je l'ai lu parce que c'était plutôt un classique, et je suis allée à la librairie, il était sur un étalage à 3 €. Je me dis bon, c'est l'occasion idéale pour le lire, et je ne savais absolument pas dans quoi j'allais me lancer, et j'ai adoré. Vous savez, vous avez ce genre de livre où en fait vous commencez les pages, à un moment vous arrêtez, vous dites qu'est-ce que je suis en train de lire, et vous réalisez en fait dans quoi vous êtes plongé. C'est exactement ce qui s'est passé parce que je ne connaissais pas cet auteur, je n'avais jamais lu des livres de lui, et j'ai été extrêmement surprise par la qualité littéraire. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ça soit vraiment ça qui me plaise autant dans ce livre. C'est-à-dire que vraiment, dès le début, je me suis dit, ok, donc là, la manière dont il est écrit, on est sur quelque chose de complètement différent, et finalement, plus l'histoire avançait, plus je me disais, ok, l'histoire est vraiment bien, mais alors l'écriture, vraiment, il pourrait me raconter n'importe quoi, l'écriture est géniale. Mais au-delà de ça, l'histoire en plus était impressionnante. Donc ici, on est sur de l'échec, bien entendu, que vous sachiez ou pas jouer aux échecs, en fait, peu importe, que vous soyez intéressé ou pas, ça ne change rien, puisqu'ici, en fait, on va tout vous expliquer. On est avec le narrateur qui est sur un paquebot et qui apprend qu'en fait un maître d'échecs fait partie également de ce voyage-là, et il se donne pour mission de le rencontrer, puisqu'en fait ce maître d'échecs, l'intrigue énormément, puisqu'en fait il est du coup mondialement connu pour ses parties d'échecs, mais également connu pour le fait qu'il n'est pas très intelligent. Au niveau des interviews, ça finit vite où il n'y a pas grand chose à dire parce qu'il n'a pas vraiment de conversation. On voit qu'il est intéressé par peu de choses, et que de toute manière il n'y a pas forcément une réaction non plus de la personne en face. Donc en fait c'est un personnage qui intrigue énormément, puisque comment en fait il arrive à maîtriser un jeu si complexe
et de l'autre côté avoir en fait si peu d'intelligence. Donc il intrigue énormément et donc le narrateur va se donner pour mission d'organiser une rencontre, même si en fait ce personnage il reste très solitaire en fait, c'est pratiquement impossible de lui adresser la parole, d'avoir une interview parce que de toute manière lui-même s'est reculé. En fait au début beaucoup de gens voulaient l'interviewer et puis voyant qu'il y avait très peu de réactions en face, ça a coupé court et puis il est finalement souvent moqué à ce niveau-là. Donc le narrateur va organiser forcément des choses pour le rencontrer et donc va arriver dans l'histoire un autre personnage. Lui c'est tout l'inverse en fait, il a l'air d'être extrêmement doué pour les échecs, même si il n'a pas vraiment joué aux échecs. Donc comment c'est possible d'avoir cette intelligence pour devancer tous les coups, pour imaginer dans sa tête en fait un échiquier, alors même qu'en fait il a très peu joué dans sa vie. Et donc en fait l'histoire en elle-même est une énorme partie d'échecs entre ces deux personnages et c'était incroyable. Autant sur l'écriture que sur l'histoire, je vous recommande ce livre si vous l'avez jamais lu. En plus vous avez vu, il est très très court. Alors c'est une traduction bien évidemment, mais je sais pas s'il y a plusieurs... Enfin j'imagine qu'il y a plusieurs traductions. Je sais pas si une traduction est meilleure qu'une autre, mais même traduit, l'écriture est incroyable. Je vous le recommande vraiment vraiment de découvrir cet auteur et le joueur d'échecs. Ensuite, j'ai été obligée de le mettre en coup de cœur, j'ai beaucoup repensé et en fait c'est la globalité de cette saga que je mets en coup de cœur puisque je l'ai terminée en 2023, même si je pense que je l'ai commencé en 2022, c'est la saga Blackwater. Et donc en fait c'est l'intégralité de cette saga que je mets en coup de cœur parce que finalement j'ai mis beaucoup de temps à me sortir de cette histoire, à arrêter de penser aux personnages, tout ça. Donc honnêtement, je pense que vous l'avez vu passer partout. Là, du coup, je l'ai mis dans le coffret que la maison d'édition a sorti il n'y a pas longtemps. Je pense que vous avez vu les Blackwater un peu partout, mais finalement, on voit surtout des gens lire les premiers tomes. On a entendu beaucoup parler quand c'est sorti. Et puis, c'est vrai que j'entends pas forcément beaucoup de gens qui l'ont fini. Et je pense qu'il y a aussi une raison pour ça. Je vais vous en parler. Je vais vous juste raconter un petit peu l'histoire si vous avez vu passer, mais vous vous rappelez plus, vous n'avez pas forcément... vous savez pas forcément dans quoi il en retourne. Donc Blackwater, on est vraiment sur une saga familiale. Donc en fait on va suivre une famille américaine. On commence en 1919 et vous allez suivre plusieurs générations. Donc on termine même après-guerre. On est en Alabama et ici vous allez suivre en fait un tout petit village, une petite ville. Ça commence en 1919 où en fait il y a une crue, puisqu'en fait dans cette ville il y a deux fleuves qui finissent par se réunir. Vous avez le premier qui s'appelle Blackwater et vous avez l'autre Perdido. Ce qui est assez intéressant, c'est que la saga s'appelle Blackwater alors que finalement le fleuve le plus important de l'histoire c'est la Perdido. Et donc vous commencez l'histoire où il y a la crue et que donc du coup toute la ville fait en sorte de sauver tout le monde et puis ensuite il y aura toute la reconstruction de la ville à faire et en fait un personnage va arriver au milieu de cette crue qui va être le personnage en fait central de cette famille, de cette saga familiale et donc cette saga commence avec ce personnage. Et jusqu'à la fin, on va suivre ce personnage. Ce que j'ai adoré, c'est qu'en fait, vous commencez avec une génération de cette famille-là, et puis vous attachez beaucoup à eux, et puis forcément, avec le temps qui passe, il y a les enfants qui arrivent, et puis les petits-enfants qui arrivent, et en fait, vous finissez par vous attacher en fait à toute cette famille. Vous avez des personnages que vous aimez beaucoup au début, que vous finissez par détester, l'inverse. Vous avez des personnages où vous dites que vous pourrez pas plus aimer un autre personnage, c'est pas possible, et puis finissent par disparaître et vous attacher avec l'autre personnage qui est arrivé bébé dans les premiers tomes. Vraiment, vous vous attachez énormément à cette famille. Donc ici, les questions, effectivement, vraiment un petit peu potentiellement ce rêve américain, mais comment du coup une famille qui est donc du coup dans le bois, en fait, ils plantent des arbres et puis après ils le transforment du coup en bois pour le vendre. Donc c'est ça leur principale activité. Donc vous avez 3 grosses familles à la base qui se partagent cette grosse industrie. Donc comment en fait ils vont devenir de plus en plus riches avec ça, comment les nouveaux membres de la famille vont faire en sorte que cette famille devienne de plus en plus riche. Et vous savez surtout,
et c'est surtout ça qui est aussi intéressant dans cette saga, c'est les relations familiales entre eux, les différences qu'il y a, les alliances qu'il peut y avoir entre certaines personnes, des gens qui se détestent, comment le pouvoir en fait se transmet, qui finalement se transmet pas forcément de la personne qui avait le pouvoir dans cette famille à le premier enfant. C'est vraiment un jeu de pouvoir dans cette famille-là, et en plus, dans Blackwater, il y a un petit élément fantastique, il y a un petit élément qu'on peut qualifier un petit peu surnaturel qui va rentrer là-dedans et qui va donner finalement cette touche un petit peu originale qui nous fait un petit peu sortir d'un téléfilm américain d'une famille riche aux États-Unis. Je me suis énormément attachée au personnage d'Elinor, il me semble que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Elinor. C'est elle qui va devenir un personnage plutôt central dans cette saga. Donc quand je vous disais qu'effectivement il y a des gens qui finalement l'abandonnent un peu, c'est parce que je trouve qu'il y a un vrai creux au niveau du 4. Je trouve que le 4, entre le 3 et le 4, c'est quelque chose qui peut vous faire un petit peu arrêter tout ça, mais je vous conseille forcément, et par contre, à partir du moment où vous avez passé le 4, ne commencez pas le 5 sans avoir le 6. Vous pouvez pas finir le 5 sans avoir le 6 parce que vraiment vous enchaînez ces deux tomes là, mais c'est vrai qu'il y a un creux au milieu de cette saga où finalement on est un peu sur des années où on est plus sur la stabilité à ce moment-là des mêmes membres de la famille qui stabilisent un petit peu leur situation avant vraiment de passer à nouveau avec les générations suivantes. Je pense que c'est ça aussi qui fait un petit peu ce creux, c'est qu'on est sur quelque chose où on maintient un peu ce qu'on a mis en place avant qu'à nouveau il y ait des choses qui vont un petit peu tout changer dans cette famille. Ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait vous pensez qu'il y a certains personnages qui sont indétrônables et puis finalement ils finissent par se faire détrôner. Tout change tout le temps et vous avez vraiment toute une panoplie de personnages. Vous restez uniquement avec cette famille-là, mais vous attachez énormément à eux. Et cette histoire, elle vous reste énormément en tête. Je peux que vous conseiller de découvrir la saga Blackwater et de vous forcer un petit peu si vous ressentez ce petit coup de mou au niveau du 3, du 4, parce que vraiment la fin de la saga vaut vraiment le coup. Et vous abordez énormément de thématiques. Vous avez l'histoire en fait aussi des États-Unis, puisque forcément vous passez de 1919 à après-guerre, donc vous avez en fait tous les grands moments de l'histoire des États-Unis qui vont être retranscrits, qui vont faire partie de cette histoire-là en fait. Donc je trouve que c'est plutôt complet. Alors cette saga a été écrite il y a quand même plusieurs années, donc c'est pas du tout une histoire qui est nouvelle, c'est juste une histoire qui a été rééditée par cette maison d'édition. Donc il faut bien prendre ça en considération aussi. C'est pas forcément quelque chose qui est nouveau également, mais je trouve que c'est vraiment une famille à suivre, on adore les suivre, on adore s'attacher à eux et découvrir en fait ce qui va se passer pour eux au fil des années. Et moi c'est vrai que j'aime énormément les récits où on suit des personnages sur plusieurs années, on voit l'évolution de chacun et j'ai trouvé ça très très difficile en fait à refermer le dernier tome et à se dire que ça y est c'est fini et on laissait en fait toute cette famille là derrière nous. Ensuite du coup, maintenant je vais vous parler de mes coups de cœur BD manga. J'ai commencé par la bande dessinée et vraiment c'était pas du tout, enfin je m'y attendais pas forcément. Alors ici j'ai le tome 2, je vais vous mettre la photo du tome 1 juste ici. Je pense que vous l'avez vu aussi beaucoup passer parce qu'on en parle beaucoup sur les réseaux sociaux, mais c'est Brume. Et vraiment si je vous en parle ici c'est que vraiment elle vaut le coup. Donc moi je l'ai prise parce qu'on me parle d'une petite fille sorcière qui a un petit cochon noir et de ses aventures en fait dans ce monde là, dans son petit village. Et donc j'ai trouvé ça très mignon et j'ai voulu lire et honnêtement c'est extrêmement drôle. J'aime beaucoup le personnage de cette petite sorcière qui s'appelle Brume et donc en fait vous allez la suivre. Donc elle est dans un petit village où avant il y avait une sorcière qui protégeait tout ce village et qui a du jour au lendemain disparu et Brume se donne pour objectif en fait de devenir la sorcière de ce village. Et donc elle est accompagnée de ce petit personnage qui devient son ami même si finalement elle le ménage pas vraiment. Je trouve qu'en fait les choix des couleurs et les dessins sont vraiment très très beaux et apportent vraiment quelque chose
en plus à cette bande dessinée qui fait qu'on l'apprécie encore plus. On est vraiment sur comme si c'était fait au crayon de couleur. C'était vraiment très agréable et vraiment c'est très très drôle. C'est aussi pour ça qu'on en parle beaucoup, c'est que même en tant qu'adulte, vous la lisez, elle est vraiment très drôle. Et donc ici on est sur un couple qui a écrit et dessiné cette histoire, c'est français. Et je trouve que vraiment la qualité de la bande dessinée est là. Et je vous conseille forcément de feuilleter cette bande dessinée, de l'acheter, de la lire. Vous ne serez pas déçus. Et si vous avez des enfants, je pense qu'ils aimeront aussi et sinon vous avez de fortes chances de l'apprécier également. Et donc le tome 2 est sorti, je sais pas si c'est en début d'année 2024 ou pas, mais le tome 2 est tout aussi bien que le tome 1, même s'il y avait beaucoup plus de scènes plus drôles dans le tome 1 que dans le tome 2. C'était très très agréable à retrouver ces trois personnages qu'on aime beaucoup. Ensuite en manga, j'ai découvert en fait la saga qui s'appelle Creepy Cat. Donc en fait elle est terminée, elle est en 4 volumes et alors elle est très très particulière. Donc comme vous pouvez vous en douter, pourquoi j'aime beaucoup, on est sur un personnage qui est plutôt gothique. On nous parle de chat qui est un petit peu creepy, qui fait un petit peu peur, donc je suis forcément allée dedans. Et en fait ici ce manga il est très particulier parce que déjà il est en couleur, donc il se lit bien dans l'autre sens, parce qu'on pourrait se demander, mais il se lit bien dans l'autre sens. Mais par contre ici on est plutôt sur des petites scénettes par page, vous voyez il y a un titre à chaque fois et des petites scénettes. Alors effectivement on respecte un ordre chronologique puisque un personnage, vous allez le retrouver après, mais en fait on va faire une première scène où ils se rencontrent au début, mais on n'a pas forcément d'indication de temps entre les deux pages, combien de temps il s'est passé. On est vraiment sur des petites scénettes de vie avec ce personnage de Flora qui vient d'emménager donc dans une mystérieuse maison qui ressemble à un manoir et qui va découvrir en fait ce petit chat dans cette maison et qui va cohabiter avec lui. Et donc je trouvais ça très très drôle, mais on est vraiment sur le côté vraiment creepy, le côté manoir où il se passe des choses bizarres, où ce chat est vraiment très bizarre et cet personnage assez gothique. Vous avez d'autres personnages de la vie normale, réelle, qui vont aussi être inclus dedans et qui vont essayer un peu de comprendre ce qui se passe dans ce manoir, mais j'ai trouvé ça très très bien, mais il est vraiment décalé, il faut aimer un petit peu cette ambiance-là et cette thématique-là, mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé et du coup il est terminé en 4 volumes. Ce que je vous conseille c'est de le lire en librairie, puisqu'il est quand même assez différent des autres mangas, et de voir si il pourrait vous correspondre, mais moi j'ai beaucoup aimé suivre les aventures de ces personnages-là. Donc voilà pour mes coups de cœur. Ensuite je vais vous parler de mes découvertes, donc ces livres où j'ai vraiment été très surprise, très agréablement surprise de ma lecture, mais c'était pas forcément un coup de cœur, mais je voulais aussi vous en parler puisque comme je vous l'ai dit, il n'y a pas non plus énormément de coups de cœur. Donc le premier, c'est un livre que j'ai eu dans une box Cube quand j'avais fait le souhait de recevoir des livres gothiques, et donc c'est Carmilla, ou Carmilla, je sais pas comment on le dit, de Sheridan Le Fanu, donc qui est un livre classique gothique. Et en fait ici, ce qui est surtout intéressant, c'est que donc il va être question de vampires. On vous spoil dès la 4e de couverture, mais aussi c'est un classique et j'ai besoin de vous le dire pour vous faire... Pour vous apprendre aussi en quoi ce livre est intéressant. Je me suis fait spoiler aussi ici, donc je vous spoil aussi. En fait, ce livre-là, il est sorti en 1871, donc 26 ans avant Dracula. Et c'est en ça, en fait, qu'il est très intéressant. Et donc Sheridan Le Fanu, lui, c'est un Irlandais. Donc en fait, vous avez une histoire qui ressemble beaucoup à celle de Dracula, et on pense souvent que Dracula c'est la première vraie histoire de vampire, et quand vous lisez celle-ci, en fait, vous dites ok, il y avait déjà une histoire qui était quand même très similaire, excepté ici que le vampire est une femme. Donc je trouve que tous ces éléments-là rendent cette lecture très intéressante et on a envie de s'y plonger. Mais ici on a vraiment tous les éléments du conte gothique. Donc on est sur un château qui est quand même plutôt isolé. Ici il se trouve, c'est le château de Styrie. Vous avez du coup une jeune fille qui vit uniquement avec son père et bien évidemment toutes les autres personnes qui vivent dans le château pour
pour les aider. Et vous avez Carmilla qui va arriver dans leur vie d'une manière un petit peu bizarre, un petit peu surprenante. Ils auront pas le choix en fait que l'accueillir dans le château, et en fait elle va se révéler très très particulière, très bizarre, et surtout elle ne va pas quitter la jeune fille qui s'appelle Laura. Elle va vraiment pas la quitter, et même Laura va commencer à se comporter de manière assez bizarre, et notamment va avoir une petite transformation un peu physique. Elle va sembler très fatiguée dans la lune, etc. Et elle va ressentir aussi une certaine emprise par rapport à Carmilla qui est arrivée dans leur vie. Et donc vous avez vraiment toute cette ambiance un petit peu pesante, ce château qui est isolé où il se passe des choses bizarres, et donc en fait vous allez vraiment découvrir une histoire de vampire comme vous pouvez retrouver dans Dracula, et jusqu'à de l'arrivée de ce vampire dans le château jusqu'à la fin. Je vous conseille de le découvrir si vous aimez les contes gothiques, et surtout si vous avez aimé Dracula, pour découvrir le livre qui est sorti avant, et surtout quand le vampire est une femme. Je trouve que c'est aussi quelque chose à découvrir. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on nous parle de vampires, c'est rarement des femmes. Et je trouve que c'était très intéressant, c'était vraiment une bonne découverte. Je suis contente en fait d'avoir découvert ce classique-là, d'autant plus quand on connaît Dracula. Donc je vous le conseille si ces thématiques-là vous intéressent. Ensuite, j'ai découvert un autre classique qui est le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde. Donc c'est la première fois que je lisais aussi cet auteur. J'ai découvert dans cette édition-là, qui est de Tiber Édition, que je vous conseille énormément parce que vraiment les illustrations, elles sont incroyables. Donc déjà vous avez des illustrations qui sont vraiment très très belles dans le livre, mais en plus ils ont vraiment respecté l'histoire, puisqu'en fait ici les pages sont plutôt roses au début et finissent en fait de manière très sombre, voire grise à la fin du livre, donc qui rappelle un petit peu l'histoire. Donc si vous ne connaissez pas ce classique là, en fait on va parler de ce jeune homme qui est Dorian Gray, qui va se faire dresser le portrait par un peintre quand il est extrêmement jeune, qu'il arrive dans cette société londonienne. Donc il est incroyablement beau, c'est d'ailleurs pour ça que ce peintre va lui faire le portrait. Et puis en fait le peintre qui va le dessiner est proche d'un lord, qui va en fait un petit peu faire entrer Dorian dans cette société londonienne qui a beaucoup d'argent et qui fait beaucoup d'excès. Et en fait, il va se passer quelque chose de très très particulier avec ce portrait, c'est que en fait, tous les excès de ce jeune homme va se refléter non pas sur son visage à lui, qui reste extrêmement jeune et beau, mais sur le portrait. Donc au fil des années, de ses excès, de sa vie, qui est pleine de déboires, lui, son visage n'a aucune marque du temps, n'a aucune marque de tous ses excès, mais le portrait, lui, c'est lui qui ramasse en fait. Et donc en fait il va devenir un petit peu obsédé par ce portrait, puisqu'en fait lui va voir les ravages du temps sur ce portrait là et non pas sur son visage à lui. Et donc du coup c'est aussi une personne qui intrigue énormément, parce qu'on se demande en fait comment c'est possible qu'il garde ce visage là. Et donc en fait c'est l'histoire de ce jeune homme qui va devenir complètement obsédé par son propre portrait et par le temps qui passe, et qui aussi va avoir une vie complètement remplie d'excès. Et comment il va en fait un petit peu devenir complètement fou de ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir Oscar Wilde, j'ai aimé découvrir cette histoire qui est extrêmement triste et sombre. Finalement je m'attendais pas du tout à aller dans ce côté là. Je vous le conseille énormément si vous ne connaissez pas. Le début peut être un petit peu long, surtout que moi le Lord je l'aime vraiment pas du tout, il est un petit peu insupportable, mais ensuite après vous êtes vraiment avec l'autre personnage, et ce Lord là, bon, il a un peu de son côté, et je vous conseille énormément de découvrir cette histoire, et également Oscar Wilde, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir son écriture, même si là encore une fois on est sur une traduction. J'ai vraiment aimé sa plume également. Ensuite, je vais vous parler rapidement donc du coup du challenge que je me suis lancé. Donc je vais vous mettre une photo. J'ai
je me suis acheté un poster à gratter où c'est 100 livres à lire dans une vie. Sauf qu'en fait il y a plus que 100 livres parce qu'il y a des cases parfois où c'est plusieurs livres. Vous avez par exemple une case, la saga Harry Potter, donc 7 livres. Donc au final vous avez 100 petites cases à gratter mais ça représente pas réellement 100 livres. Hein. Et donc en fait ça me permet moi de me challenger un petit peu pour lire un peu plus de classiques. Donc je vous ai parlé de certains classiques, donc grâce à ce petit poster là, donc j'ai découvert Le Joueur d'échecs, dont je vous ai déjà parlé, j'ai découvert Le Portrait de Dorian Gray. Et donc grâce à ça, j'ai également lu Sa Majesté des Mouches, qui est donc aussi un grand classique. J'ai beaucoup aimé. Il est extrêmement violent, donc ici en fait vous êtes sur une île déserte où en fait il va y avoir un crash d'avion il me semble, et vous avez en fait tous les garçons d'une école qui se retrouvent tout seuls, sans adultes, sur cette île. Donc c'est que des garçons puisqu'à l'époque c'était les garçons et les filles étaient séparés, ils ont entre 6 et 12 ans, et comment en fait ils vont recréer une société à cet âge-là, et en fait à quel point ça part dans les extrêmes. Comment ils gèrent les plus petits, comment les grands essayent un petit peu de gouverner. C'est assez violent et assez dur, mais en même temps c'est comment l'humain se retrouve tout seul à devoir recréer une société en étant complètement immature en fait à ce moment-là, quelles sont les choses les plus importantes pour eux à ce moment-là, comment ils arrivent à se réorganiser et à faire attention les uns aux autres. Mais c'était vraiment une histoire que j'ai vraiment aimé découvrir et que je vous conseille énormément. C'est vraiment un classique au niveau du roman d'apprentissage de la vie en société. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le découvrir. Ensuite, j'ai également lu La Métamorphose de Kafka c'est vraiment un roman très très court. Là, une histoire difficile où en fait c'est un jeune homme qui est la fierté de ses parents de par son succès au niveau de sa carrière. Donc il y a une très belle carrière, les parents sont très contents de lui, et un jour il se réveille, il est transformé en un animal, un insecte, un nuisible. Moi j'étais persuadée que ça a toujours été un cafard, mais en fait on met pas vraiment de mots sur l'animal qui représente, on a une description physique de l'animal qui représente, qui nous fait penser à un cafard, une blatte, quelque chose comme ça, mais il n'y a pas vraiment le mot qui est écrit, et en fait comment sa famille va le repousser. Donc il y a énormément d'interprétations de cette histoire-là. Ici, c'est vraiment l'histoire de comment en fait le personnage qui va changer de nature, comment sa famille en fait va le rejeter, le repousser, alors même que c'était celui dont ils étaient le plus fiers. C'est une histoire quand même plutôt assez triste et assez bizarre quand même, mais j'ai aimé découvrir ça, et je savais vraiment pas comment ça allait finir. Je me demandais en fait, ok, je comprends le début de cette histoire, mais l'auteur va nous amener où au final, parce que là on est un petit peu bloqué, puisque en plus toute cette famille vit dans le même appartement et le personnage principal est coincé dans sa chambre de par sa nature, de par sa taille, etc. Il est coincé dans sa chambre et je me dis mais ça va être quoi la fin de cette histoire, et donc je vous conseille, si vous voulez découvrir cette histoire, et surtout si vous voulez découvrir l'écriture de Kafka, mais c'est une histoire quand même très particulière, et j'ai lu également, je crois qu'ici j'ai le cas à la fin, des petites explications de tout ça, mais j'ai vu également qu'il y avait beaucoup d'interprétations de cette histoire. Donc je pense que ça fait partie de ce genre de classique où vous avez besoin un petit peu de compléments avec pour comprendre un petit peu ce que vous venez de lire. Le dernier livre que j'ai lu dans le cadre de ce challenge, c'est Fahrenheit 451, donc qui est un livre de science-fiction. Donc ici en fait on est dans une société où en fait on brûle les livres parce qu'on estime que les livres ne sont pas bons pour la société, ils représentent un danger, et donc en fait il faut brûler tous les livres, et les pompiers du coup ils sont là pour brûler les livres et non plus comme avant quand on connaissait la fonction d'un pompier. On est sur une société un petit peu futuriste, même si je pense que plus les années vont passer, moins on va se dire que c'est société un petit peu futuriste, où ils ont beaucoup de technologie dans leur maison, ils ont des énormes écrans où ils restent scotchés dessus toute la journée. Il y a un petit peu un lavage de cerveau aussi au niveau de ces sociétés-là. Et en fait, on est avec un pompier qui, du coup, lui, sa mission, c'est que dès que quelqu'un est dénoncé, d'aller en fait brûler les livres. Et en fait, il va remettre en question un petit peu toutes ces sociétés-là. Et en fait, il va se détacher un petit peu de cette société où il était convaincu d'être dans le...
d'être dans le droit chemin, il était convaincu de son métier, mais en fait il va complètement dévier. Et c'était comme 1984, c'est des lectures en fait qui vous questionnent beaucoup, c'est des lectures aussi qui sont impressionnantes parce que vous les lisez des années plus tard et vous vous rendez compte dans la société dans laquelle on vit, alors pas au niveau des livres, mais au niveau technologie, tout ça, les gens qui s'abrutissent devant des écrans énormes et qui ne font plus rien de leur journée à part suivre leur émission comme ça des écrans, c'est assez perturbant de les lire des années plus tard et de voir que ce livre pourrait être écrit aujourd'hui. J'ai vraiment aimé le découvrir, je pense pas qu'on puisse les comparer, mais je préfère 1984 à celui-ci, mais j'ai beaucoup aimé la thématique puisqu'ici on parle de livres et comment en fait on a décidé du jour au lendemain que les livres sont un danger, de voir aussi les discours qu'il y a au niveau de la défense des livres. Donc voilà, j'ai aimé découvrir cette histoire, je suis pas sûre qu'elle va me rester beaucoup en tête. 1984 pour le coup il s'est beaucoup plus imprimé dans ma tête que celui-ci, mais c'était aussi un grand classique à découvrir et je suis très contente de l'avoir découvert. J'espère que je vais découvrir encore plus de classiques grâce à ce challenge cette année-là. Et donc voilà un petit résumé de cette année où j'ai lu finalement 81 livres, mais j'en ai pas beaucoup finalement à vous présenter, donc finalement le fait que j'ai pas fait beaucoup d'update lecture, je pense que c'est pas très dérangeant puisque tout ça a pu tenir dans une vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des envies de lecture, ou peut-être que vous aviez déjà lu tout ce que je vous ai présenté parce qu'il y avait quand même beaucoup de classiques. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si certains livres vous font envie également. J'espère avoir également des coups de cœur en 2024. Et en attendant, moi je se retrouve dans d'autres vidéos. Salut!